Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va parfaitement bien, notamment parce que ce week-end, c'était le dernier week-end de qualification pour le Master Tour de Dalaran, et j'ai réussi à remporter un tournoi qualificatif qui donc me donne le droit de participer à ce fameux tournoi de Dalaran. Alors, aujourd'hui, je tiens à vous présenter l'un des decks avec lequel j'ai gagné. Cette fois-ci, donc normalement, il y a déjà la vidéo sur le prêtre qui a dû sortir. Cette fois-ci, ça va être une vidéo sur le guerrier Rush. Donc encore une fois, c'est une version un peu particulière du Guerrier Rush. La version, la version du prêtre, c'est déjà un peu particulière par rapport aux versions standard. Donc déjà par rapport aux stats, vous pouvez voir que c'est un deck qui a pris 0 ban. J'ai gagné 9 fois avec et j'ai perdu une fois. Donc clairement, c'est un deck qui se mettait très très bien dans la méta des Open Cup. Et bon bah, comme on peut le voir, les stats n'ont pas menti. Alors, qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ce Guerrier Rush? Déjà, peut-être on peut voir ça par les cartes qu'il n'y a pas dans le deck, qui sont un peu classiques. Donc déjà, il n'y a pas le Crybe Rider, qu'on voit assez fréquemment. Il n'y a qu'un seul Ten Trasher, ouais. Et à la place, on a mis quoi? On a mis un Enzot, on a mis deux Scorpides qui combotent bien avec Enzot, et qui en plus vont nous chercher un peu de value, ou un peu plus ouais, un peu plus de flexibilité, donc c'est toujours intéressant. Et on a également le ETC qui n'est pas présent dans toutes les listes. Bon, voilà. Alors à part ça, le package reste un deck rush contrôle, hein. Toutes les autres cartes ce sont des cartes qu'on a l'habitude de voir, mais le fait d'avoir Enzot et le fait d'avoir des Scorpides, ça nous permet de jouer certains match-ups de façon beaucoup plus lente. Donc ouais, je vais vous présenter rapidement le deck, mais bon, j'imagine que c'est à peu près connu. Donc le principe du deck, c'est de buffer notre main avec ces cartes-là, qui donnent euh, plus 1 à toutes nos créatures de notre main, quand on a entre 1 et 4 de mana. Quand on a 5 de mana, ça passe à plus 2, et quand on a 10 de mana, ça passe à plus 3. Donc souvent, le but du deck, c'est d'être soit très réactif en début de partie contre les decks qui prennent le board rapidement, donc on a pour ça le Ganarg, qui est une excellente carte en termes de T1, les stats que ça donne, c'est complètement fou. Ça équipe une arme 3-2, donc une arme 3-2, euh, en termes de coût en mana, ça coûte 3 de mana, hein. Donc c'est cette arme que ça équipe. Donc le fait d'avoir un T1 qui a un body et en plus nous équipe, certes, 2 tours plus tard, mais on a payé au final qu'un seul point de mana pour avoir une carte qui coûte 3 de mana, plus une 2-2 qui vaut à peu près 1 de mana, bah ça fait que pour 1 point de mana, on a quasiment la value de, allez, disons 3 points et demi de mana, parce que c'est vrai que ça vaut un peu cher pour ce que c'est, quoi. Donc si on estime que ça vaut 2,5 points de mana, et ça vaut 1 point de mana, on a quand même une carte qui vaut 1 point de mana, qui nous file 3 points et demi de mana, donc en termes de value c'est insane, en termes de tempo surtout. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Si on veut répondre à des boards rapidement, on a les petites autotamponneuses, qui ont un body plutôt faiblard, mais qui, contre des cartes en début de partie avec un PV, ça permet souvent de value trade. On pense au paladin qui joue sa petite 1-1 en début de partie, là, le paladin qui joue... Ah bah celui-là, il est là, qui joue cette carte. Ça permet de faire des value trade et en même temps d'avoir une présence sur le board, et en plus, ça nous permet essentiellement de jouer une carte, de d'avoir un body et donc de pouvoir faire des choses avec. Et en plus, une fois que cette carte meurt, on récupère 2-1-1 dans notre main, donc ça synergise avec le conditioning. Donc c'est une carte qui fait vraiment tout ce qu'on veut faire dans ce deck, c'est-à-dire gérer sans dépenser trop de ressources le début de partie. Au T5, buffer la main, on donne tout plus 2, et ensuite on écrase de tempo l'adversaire parce que nos créatures ont tellement de stats que bah, forcément l'adversaire va être pris de court. La question, ça va être est-ce qu'il va avoir assez de réponses pour nous tenir ou pas. Donc ça, c'est pour la théorie. Après, on a des petits combos comme Playmaker qui permettent... Playmaker avec cette carte, ça permet de jouer plein de petites rushs avec énormément d'attaques, et donc ça permet de clean le board. Sinon, il y a Playmaker avec Rokara qui permet de, si on a déjà un board existant, on fait Playmaker Rokara, toutes nos créatures qui attaquent, qui gagnent plus 2, donc ils sont d'autant plus compliqués à gérer que souvent on les a déjà buffés. Donc tout ça, c'est des petites combos qu'on a avec le deck. On a Samuro qui, pareil, en étant buffé avec soit conditioning, soit parade leader, permet complètement de gérer des boards.
Excusez-moi. Ok, donc ensuite j'en étais où? Ouais, on a pareil ça, une petite 2-5 qui nous donne encore une fois une arme. Donc une arme qui vaut à peu près 2,5 de mana. On a un body 2-5 en plus, donc on est très content en termes de stats de ce que ça nous apporte. On a encore une fois une carte qui permet de buffer toute notre main avec le Runetack. Cette carte qui permet d'aller piocher un mecha, un dragon, un pirate. Donc dragon on a ça et ça. Mecha c'est les autotamponneuses. Et pirate on a les 2-5. Donc tout ça, ça nous permet euh, d'avoir de la génération de ressources, en même temps de tout buffer et d'écraser tempo l'adversaire. En late game, on a Troublemaker qui est une excellente carte, hein. Une 6-8 pour 8, c'est un body qui est convenable, mais qui a un effet complètement fou d'invoquer 2 3-3 et ces 3-3 attaquent des cibles aléatoires. Donc vraiment, ça permet de push des dégâts face, ça permet de reprendre le contrôle du board si on se met dans un setup où l'adversaire va avoir une seule créa à 3 points de vie par exemple. On a Alex Raza qui peut finir des parties en late game, hein, tout simplement faire 8 points de dégâts dans la tête de l'adversaire, qui peut aussi gérer des créatures dans certains setups. Et on a Enzot qui nous permet de faire un board complet, qui nous permet de ramener une arme 2 tours plus tard, parce qu'on invoque une de 2 dormante, qui nous permet voilà, d'avoir un board complet, notamment avec de la toxicité qui est assez gênante à gérer. Et voilà, donc ça c'est pour le principe du deck, et vu que je vais vous montrer deux games, on va passer directement au game. Voilà, donc là c'est la première, donc c'est encore une fois un match de ma finale d'Open Cup. Cette fois-ci c'était la première game en guerrier contre mage. Guerrier contre mage qui est pas un bon match-up pour le guerrier, qui est en général plutôt à l'avantage du mage, parce que bah, ça fait... S'il arrive à prendre le board et puis avec les missiles dévolutifs, s'il a un counter slow, le guerrier se fait vite dépasser en fait par toute la tempo. Et aussi la force du guerrier c'est dans les decks, c'est contre les decks qui jouent le board. Du coup, toutes nos créas qui ont rush ont un avantage naturel sur tous les decks qui veulent jouer le board. Le mage, étant donné qu'il joue absolument pas le board, bah, on a juste moins d'intérêt sur nos cartes vu que la majorité ont rush et que rush ne fait rien quand l'adversaire n'a pas de créature en face. Ok, donc ici, quel est le plan de jeu contre mage? Contre mage, il y a deux plans de jeu différents, je dirais. Soit on arrive à le prendre de tempo, prendre de vitesse, on fait un maximum de tempo, on bouge des dégâts et on essaie de terminer avec une Extrasa. Soit on attend le T5 si on a conditioning et on fait conditioning 1 ou 2 et ensuite on essaye de faire en sorte que il n'ait pas assez de removal pour gérer nos créas. Bon ici je garde uniquement le Gunarg parce que c'est clairement sur 1 c'est une carte qui est totalement insane, qui va nous donner énormément de tempo. Les autres cartes, elles sont pas assez intéressantes. Moi, ce que je veux pour l'instant, c'est partir sur un plan de jeu où je veux l'agresser. Surtout que j'ai cette carte qui permet d'offrir une bonne agression. Donc là, a priori, à moins que j'ai conditioning dans les cartes que je vais recevoir, mon plan de jeu, ça va être de l'agresser. Ok. Donc lui, je vois qu'en face, il garde une carte en main. Une carte en main, c'est souvent un counter flow. On récupère de quoi piocher un peu. Donc c'est parfait, ça nous permet d'avoir plus longtemps une phase d'agression. Là, on voit que sur 2, il me fait l'arbre unique. Donc là, je suis clairement content. C'est pas un incanter slow sur 2, donc c'est tout ce que je veux. Tout ce que je veux voir, je sais que ça va me donner beaucoup plus de temps. Je top deck la 2-3. Plutôt que de jouer étude athlétique ou quoi, je joue cette 2-3 directement, même si j'ai pas de rush en main. Ça me permet d'avoir notre body sur le board. Ça me permet d'activer mes sorts à 1. Donc c'est tout ce que je veux vraiment. Ensuite, du coup, on arrive sur le T3. Je pourrais drop ma 1-10. Seulement, le souci de drop la indice, c'est que bah, comme mon plan de jeu c'est de l'agresser, avoir une créa qui a uniquement un point d'attaque, c'est pas forcément ce que je veux. Donc je vais commencer par un plongeon dans la foule. Je récupère Rokara, qui est une super bonne carte pour mettre de la pression. Parce que là, ça veut dire que quand je vais attaquer ma 2-3, ça va devenir une 3-4. À côté, je vais avoir une 6-4 parce qu'elle va se faire buffer par celle-ci. Donc je commence par étude, voir ce que je peux obtenir. Étude qui me propose des cartes assez mauvaises, honnêtement. Celle-ci, c'est un bon body, mais avec le fait que ce soit dormant, ça va être un peu lent. Le balai, bah, la majorité de mes cartes ont déjà rush, donc c'est pas très important. Et le chevaucheur, c'est juste une 1-4 pour 2 maintenant, c'est rien On le joue même plus dans le deck, donc en soi c'est pas fou quoi. Donc je vais choisir de prendre quand même le chevaucheur parce que c'est la moins mauvaise des cartes, selon moi, pour mettre de la pression. Et donc là je vais pièce la Rokara.
donc encore une fois dans l'idée de mettre un maximum de pression. Hop, je vais dans la tête, j'ai ma 2-2 qui s'est réveillée, donc j'ai une arme 3-2. Je vais directement mettre les points de dégâts dans la tête, sachant qu'au prochain tour, je pourrais retaper dans la tête et jouer mon avaleur de sabre. Donc là, qu'est-ce qu'il a fait sur son T3 lui? Il a fait intelligence d'arcane, ouais, c'est également ce qu'il avait fait sur son... Enfin non, il a fait pièce intelligence dans la gamme de prêtre, mais il aime bien jouer intelligence rapidement, bref, peu importe. Donc on en arrive à son tour. Donc là on est sur son T4, il me fait missile dévolutif. Ouais, malheureusement, c'était à peu près la seule carte qui gérait mon board, hein. Parce que là, il faisait combustion, j'avais toujours ça de vivant. Il faisait, je sais pas moi, boule de feu, bah j'avais toujours ça de vivant. S'il faisait brain freeze, ça tuait pas les créas, donc vraiment, je voulais éviter de voir le missile dévolutif, et il se trouve qu'il en a récupéré un sur l'arbre unique. Après, je me dis, bon, il y a de bonnes chances qu'il touche que 2 créas en fait, parce que c'est quand même assez rare que ça touche les 3 créas. J'aimerais bien qu'une de ces deux-là soit pas touchée. Malheureusement, les 3 sont touchés, donc franchement, ça me fait plutôt un gros coup. Il fait source de puissance, j'ai le mental pour tuer ce péon. Mais au moins il développe pas de board. Enfin je crois. Il finit son tour par étude primordiale. Je crois qu'au final il trouve rien de jouable. Ouais c'est ça. Donc ici, moi sur 4 j'ai deux options. J'ai soit je tape face et je joue mon avaleur de sabre. Donc j'ai une de 5 sur le board. Soit je plonge dans la foule et je vois ce que je chope et potentiellement je fais juste la combattante. Ici, on arrive sur son tour à 5 de mana, et je me dis qu'il a envie de faire l'Apexis Blast. Donc si je lui donne un body avec 5 points, euh, de vie, et ben il va me faire son machin là, il va en moyenne récupérer une 4-5, et moi j'aurai une 1-2, une 1-1 et une arme, enfin, une arme 3-2 du coup ce serait, face à un body 4-5, donc ça va me forcer à faire de la gestion que j'ai pas forcément envie de faire. Donc je vais voir si j'ai pas une meilleure option avec le plongeon dans la foule. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai les auto-tamponneuses. Encore une fois, pareil, pourquoi est-ce que je ne les joue pas? Bah, c'est le tour d'Apexis Blast. Je préfère avoir une créa indice qui va pas se faire Apexis Blast, enfin pas se faire tuer en tout cas. Je continue à push des dégâts, il est à 23. Pour l'instant, j'ai le board, je mets quelques chip damage, c'est ce que je veux voir. Donc là, il fait quoi? Il fait partenaire de labo qu'il avait récupéré sur la source de puissance et déflagration. Donc il avait bien la déflagration, mais plutôt que de la faire sur une de mes créas, il l'a fait dans ma tête. Et donc moi, on arrive sur un setup où justement, je suis le deck qui est fort quand l'adversaire a des créas sur le board, et j'ai réussi à avoir du board et à en même temps faire en sorte qu'il en ait. Donc en gros, je vais avoir toute la value sur mes cartes, et en même temps, je peux push des dégâts avec le board que j'ai déjà. Ok. Donc mine de rien, la décision d'avoir joué cet indice qui pourrait paraître contre-intuitif parce que c'est un T3 plutôt qu'un T4 sur le tour 4, fait que je m'en sors avec pas mal de tempo. Ok, donc là, il a eu une 3-6. 3-6, ça a pas mal de PV, ça m'embête un petit peu. On va voir comment je vais gérer ça. Je commence par étude que je viens de piocher. Je récupère auto-tamponneuse, écumeuse rouillée ou le démon encore une fois. Je prends pas le... C'est le démon, c'est ça que j'avais? Ouais, je prends pas le démon. Je choisis de prendre ça parce que je me dis que ça va bien trade là-dedans. Que comme ça, j'ai toujours pas de super cible à Apexis Blast. Et je me souviens plus exactement du raisonnement que j'avais sur le moment. On va voir. Parce que là, du coup, j'ai combien? Bah, c'est tout ce que je peux faire de mon tour. Donc là, j'ai sûrement trade ça. Il a 1-1. Ouais, c'est ça. Donc du coup, je peux gérer son board sans trop me fatiguer, gérer son spell power avec mon arme, et push mes deux dégâts face, continuer à avoir un board qu'il a pas vraiment envie d'Apexis Blast, même si l'Apexis Blast une 1-5, bon bah, il a pas tellement envie de le faire, donc moi ça me va. Et voilà, donc on arrive à son tour. Vous voyez, d'ailleurs c'est un peu abusé, mais vous voyez que ces tours ils sont souvent très rapides, les miens, il y a un peu plus de réflexion quoi, enfin ou en tout cas un peu plus de choses à faire. Donc là il drop un Drake ici, sur 6, il met un body, donc encore une fois, parfait, hein, c'est ce qu'on veut. Il n'a pas eu de sortie avec un counter slow, donc pour qu'on puisse le prendre de vitesse. Et il joue des créas, qui est littéralement la spécialité de notre deck. Donc qu'est-ce que je vais faire pour répondre à ça? J'ai top deck la menace de jeu. Ouais. Je la joue instant. Qu'est-ce que je vais jouer avec ça? Les auto-tamponneuses, ouais. Ça permet d'aller trade assez facilement ce truc. Hop. Et donc là, qu'est-ce que je choisis de faire? Alors, là, il y a plusieurs plays possibles. Donc déjà, je fais
Playmaker et auto-tamponneuse. Mais ensuite, la question c'est comment est-ce que je prends mes trades? Parce que je pourrais trade 1-2, enfin la 3-3, la 3-4, la 3-1, avoir une des 1-1 qui va revenir dans la main, je la joue directement, hop, et je peux push tout mon board face. Après, si je fais ça, j'ai une 1-2, une 4-3 sur le board, une 1-10, une 1-5 et une 1-1. Donc en termes de pression, s'il gère ma meneuse de jeu, qui est de toute façon une carte qu'il a envie de gérer, ben, je me retrouve sans beaucoup de pression. Donc c'est pas vraiment le play qui m'intéresse. Donc je me dis que je peux faire mieux. Donc qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais trade au moins la 3-1, ça c'est sûr. La 6-4, voilà, donc là il a 4 PV. Maintenant il faut que je trouve un moyen d'infliger 4 à ce truc-là. Soit je. Donc comme je vous ai dit, hein, ça c'était pas vraiment mon plan de jeu parce que ça faisait que j'avais plus assez de pression sur le board et je voulais continuer à avoir de la pression. Donc ici je joue un visiteur de la foire. Il va se dupliquer avec le playmaker, donc je vais infliger 2 points de dégâts comme ça. Hop, hop. Voilà. Et maintenant, comment est-ce que j'inflige les 2 derniers points de dégâts? Du coup, on a dit que j'ai pas envie de faire ça, donc il me reste juste 3 cartes. Et la question c'est comment est-ce que j'inflige les 2 points de dégâts restants? Soit je mets ça, j'ai une 1-4 et ça, et j'ai une 1-5. 1-4, 1-5, 4-3, 3-4. Enfin, oui, 1-4, 1-5, ouais c'est ça. 3-4, 3-5, 4-3, pardon. Soit je mets là 1-2 et là 1-5. Et comme ça j'ai une 1-10. Le raisonnement de faire ce deuxième play, de mettre la 1-5 et la 1-2 et pas la 1-10, c'est que ça joue autour de Flame Strike. Je me dis que sa main, pour l'instant, il était plutôt lent, qui joue un Flame Strike, donc que honnêtement, il y a de bonnes chances qu'il ait Flame Strike. Donc le plan de jeu, c'est c'est de toujours avoir quelque chose sur le board pour continuer à l'embêter, à lui mettre de la pression. Donc je préfère ne pas trade cette 1-10 et sacrifier mes autres créas. Hop, même si je dois sacrifier une 1-5, c'est pas grave parce que de toute façon elle avait que 5 PV, enfin, elle avait que 1 point d'attaque. Donc le fait qu'elle ait 5 points de PV, enfin 5 points de vie, ça me. C'est pas. Au final c'est pas tellement une bonne carte. Donc là il choisit de faire suite de déraison et missile dévolutif. Il chope malheureusement pour moi. Enfin, je chope un T2 qui a 0 point d'attaque. Ce qui est complètement insane pour lui. Bon après ça bloque un peu ses AOE, ça bloque sa combustion, son flamestruck ou quoi. Mais ça fait que moi je peux pas mettre de pression avec ce que j'ai, quoi, ce qui est vraiment ce que je cherchais à faire depuis le début. Donc bon. Après il drop un 3-2, c'est le reste de son tour. Et moi, alors on va revenir au début de ce tour. Voilà. On est le T7. J'ai cette main là, il a un board. La question ça va être comment est-ce que je gère ce truc là. Comment est-ce que je mets le plus de pression possible. Et donc là si honnêtement je me souviens plus de ce que j'ai fait dans cette game. Enfin en tout cas je me souviens plus de comment j'ai géré ça. Mais là, si je devais refaire, qu'est-ce que je ferais? Je ferais probablement 2-5 pour commencer à mettre des dégâts face. Parce qu'en fait, mon but, c'est d'essayer de setup cette 6-8. Donc d'avoir le board le plus embêtant possible pour lui, pour que derrière, je puisse drop la 6-8 assez tranquillement. Donc je pense que ce que je ferais, ce serait à valeur de sabre, ETC, et mettre un visiteur. Parce que ETC, pareil, ça continue à rentrer des dégâts. C'est une cible qu'il a envie de tuer. Je tue la 1-1, je tue la 1-1. J'ai une 2-5, une 2-3, une 1-4 et une 0-2. La 0-2 qui, mine de rien, même si elle met pas de pression, elle bloque un peu ses AOE, donc c'est toujours pas mal. Donc on va voir ce que je vais faire, je pense que c'est ça que je fais. Hein. ETC, la 1-1. Est-ce que je mets Crab Rider? Non, je mets la 2-5. Ouais, c'est ça, je mets la 2-5. Et est-ce que je tape face ou pas avec l'arme? Le plan de jeu c'est de mettre de la pression, donc je pense que je dois le faire. Enfin, je pense que c'est correct de le faire, après est-ce que je le fais? Ouais, je le fais, ok. Je le mets à 13, j'ai du board, il en a pas. Il a un deck qui coûte le coût normal. Ah non, non, il a joué Lunacy, c'est vrai. Il a joué Lunacy, donc là oui, c'est ça que je me dis. Il a fait Lunacy et Missile le tour d'avant. Donc ce que je me dis, c'est qu'il faut absolument que je mette de la pression, sinon, si je le tue pas, je vais me faire un peu bullshit, quoi. Alors là, il nous fait une 1-3, il pioche directement. Il a Combustion. Combustion, ça par exemple, très mauvais positionnement de ma part. Ça, j'aurais pu me faire plus punir que ça. Bon, après, Combustion, de toute façon, ça tuait que ça. Que la 2-5, mais s'il avait plus de spell power, il fallait que ce truc là soit vers le milieu, hein, l'œuf soit vers le milieu. Donc j'aurais dû mettre la 2-5 à droite et la 1-4 à droite, enfin au moins une des deux pour que ce machin là se retrouve au milieu de l'action. Ouais.
Bref. Combustion, il invoque 5-1-1. Bon. Et là, j'ai plusieurs options. Il est à 13. Je pourrais essayer d'aller tête, enfin d'aller full tête et de drop ma 6-8. Mais je me dis que le but pour l'instant c'est de mettre des dégâts. Et la menace aussi de son côté, c'est qu'il ait le sort à 10 qui donne +4/+4 à toutes les créas de la main et du board. Je me dis que s'il a ça, bah, je perds directement la game si je ne gère pas le board. Et c'est clairement, pour le coup, les sorts à 10, c'est un des seuls qu'on peut prédire. Parce que vu qu'il y en a que deux en fait de sorts à 10 dans tout le jeu, c'est celui que je viens d'évoquer et celui qui invoque 4, 3, 5 qui tape aléatoirement du Hunter. Je sais que je dois me méfier. euh, et vu que je sais qu'ils jouent 3 T7, donc ils vont se transformer en sort T10, il faut que je me méfie de ces cartes-là. Donc, ici, je choisis de faire la 1-4. Je vais trade toutes les petites 1-1. La question, c'est est-ce que je tue le spell power ou pas? Oui, enfin oui, je le tue forcément avec la 5-5, oui. Hop, trade, hop. La question aussi, c'est est-ce que ETC va dans la tête? Ou bien est-ce qu'il trade une 1-1? La 2-3, la 2-3, je l'ai envoyé tête. Je fais mon HP, mais la question c'est est-ce que je trade ça et est-ce que je vais dans la tête ou pas avec mon arme? Là, je choisis de le mettre dans la tête parce que même s'il buff son board, c'est pas très important parce qu'il a plus que 2 créas et surtout, ce qui est important, c'est que je le mets à 2. Donc sur un top deck arm, sur un top deck arm, je gagne la game en fait. Et potentiellement, fauteur de trouble qui peut aller tenter un bullshit. Donc là, il crée un miroir des âmes, ce qui est horrible pour moi parce qu'en plus, vu que j'ai des créas qui ont du rush, il me met des dégâts directement. En plus, il me fait un tir perforant, donc je continue à prendre des dégâts, je suis à 15. Son truc là, son Murloc va retaper dans une de mes créas, parce que vu qu'elle a Wind Fury, elle peut taper même après avoir fait, même après avoir été invoqué par le Miroir des âmes. Et donc là, je me retrouve où il a un board, donc c'est ce dont j'avais peur, hein. Il a un board, moi j'en ai plus, et bah, je suis à 14. Lui il est à 2, bon, j'ai réussi à top deck l'arme parce que j'avais réussi à setup, et voilà, donc on gagne la game comme ça. Donc ça c'est une game de guerrier rush classique, on a plus utilisé le côté guerrier rush. Et là maintenant, la game que je voulais vous montrer, qui est plus intéressante, parce que cette fois-ci je me bats contre un guerrier contrôle. Attendez, je vais cacher les cartes, voilà. Guerrier contrôle. Donc maintenant, je vais vous montrer un peu pour comment les petites tech cards du deck peuvent se rendre utiles. Donc là, je garde plongeon dans la foule. Je garde pas la 2-3. Mon but, ça va pas être d'essayer de l'agresser. Mon but, ça va être de générer des créas qui sont tellement grosses qu'il aura plus assez de réponses. Donc en gros, de piocher avant le T5, faire ça sur le T5 conditioning, et ensuite bah, le déborder comme ça. Donc là, moi, qu'est-ce que je fais sur T2? J'armor up. Je prends mon temps. Je sais que j'ai mon temps. Lui, il commence à armor up, à gérer du board aussi. Enfin, à mettre un peu de board. Sur 3, je vais quand même faire ça. Je vais récupérer le cours de découpage. Vu que j'ai un pirate, ça me permettra de piocher 2 cartes pour 2 mana. Il setup son arme, donc ça c'est vraiment fort pour lui. Il me tue une créa qui est embêtante à gérer habituellement, et en plus il commence à piocher d'autres ressources pour gérer mon board, donc ça c'est vraiment très bon pour lui. Et là, en général sur ce genre de tour, on aime bien faire pièce Watley. Le problème c'est que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 avec cette carte. Si je faisais ça, j'allais complètement overdraw. J'allais overdraw 2 cartes, donc j'avais pas tellement envie de le faire. Ça va quand même être une garde de ressources. Donc je choisis juste de jouer la 2-5, d'aller tuer sa 1-3 et puis de la jouer un peu plus lentement. Là j'ai encore un choix à faire. Est-ce que je joue Watley tout de suite avec la pièce par exemple? Ou est-ce que je joue conditioning? Alors qu'est-ce que je décide de faire? Je fais pièce Watley parce que je viens de choper ce T1 en fait. Ce qui me permet d'avoir hop, ouais. Ce qui me permet d'avoir la place en main pour tout lâcher et en même temps, enfin pour piocher 3 cartes, et en même temps je peux directement avoir 9 cartes à la fin du tour. Donc c'est exactement ce que je voulais. Hop, ah, ok. Voilà, donc là on est dans le setup qu'on veut hein, dans ce match-up. On a une bonne main,
On a un conditioning qui va arriver. Donc on sait qu'on va pouvoir lui faire... qu'on va pouvoir buffer bien notre main comme il faut. Et lui, sa main, bah au final, il a que 6 cartes, hein. On sait qu'il a un Kargat parce qu'il vient de faire le plongeon dans la foule. Il a un Kargat 6-5 parce que c'est le seul rush de son deck, mais c'est pas très grave. Ok, donc moi qu'est-ce que je fais ici? Ça joue assez vite, hein. Attends, on va peut-être mettre en 0,75 aussi. Ok. Qu'est-ce que je fais ici? Donc je fais mes deux plongeons dans la foule. Non, en fait j'en fais qu'un seul parce que le fait d'en faire qu'un seul, ça me permet de jouer quand même une créa à côté. Donc certes, je gagne un peu moins de value sur ce plongeon dans la foule, mais il faut quand même générer un minimum de tempo. Donc là c'est mon plan de jeu, c'est pour ça que je fais ça. Il fait Warcash et Kargat, donc je sais qu'il va pouvoir gérer ma créa. Et là, il a quand même plus de ressources que tout à l'heure. Donc là maintenant il va falloir que mes créas soient très efficientes avec ce qu'elles font, pour que je m'en sorte bien dans cette game. Alors comment je fais ça? Je commence par piocher la carte que j'avais avec plongeon dans la foule. Hop, plongeon dans la foule ici. Je chope des auto-tamponneuses, et à côté je mets les temps de Trasher. Et alors je décide de trade comment? Ah oui, j'ai une arme en fait, c'est pour ça, vu que ma 2-2 venait de se réinvoquer. Donc là j'ai une 7-7 sur le board, j'ai une 5-4, c'est un board qui déjà est menaçant pour lui, hein, qui inflige 14 points de dégâts par tour. Il est obligé de répondre, mais je veux pas trop commit non plus pour pas que ses réponses aient trop de value, quoi. Donc là on va voir ce qu'il va faire. Comment il gère ça? Armor up. Heure de bouclier, ok. Qui réduit un petit peu la puissance de mon board. Contraindre. Donc ça c'est bien, je vois déjà que certes il gère ma créa, mais ça veut dire que la 6-8, enfin le tour juste avant la 6-8, il a déjà lâché 2 single target removal. Donc je suis très content de ça. Moi, du coup, ça veut dire que cette 6-8 elle est beaucoup plus safe qu'avant. Je pose la 6-8. Je pose la 6-8 plutôt que la 8-10 parce que je me dis, il a quand même encore beaucoup de ressources en main, donc il y a de bonnes chances qu'il ait une autre gestion. Donc je préfère jouer la plus petite, comme ça la plus petite se prend la gestion, et après 3 gestions d'affilée, il va peut-être commencer à en manquer, donc à ce moment-là, si je veux, je pourrais jouer la 8-10. Là, pas besoin d'attaquer dans sa tête, puisque son armure va déjà être cassée par les 3-3, donc c'est ce que je fais, je garde mon stack d'armes, et je passe le tour. Donc là, encore une fois, il est sur un board qui doit être géré. Donc il fait Seigneur Baroff, rancune. Ça, c'est un très bon play pour lui, malheureusement. Il clear son board, il gagne 10 d'armure. Et donc là, il faut que je trouve une autre solution pour l'agresser. Alors là, comment est-ce que je vais faire ça? Je vais pas choisir de drop. Je vais choisir de pas drop directement la 8-10. Pourquoi? Parce qu'il a tellement d'armure que même si je vais dans la tête et que. Et que. Je lui enlève les 6 en gros, il serait toujours à un montant d'armure qui est suffisant pour aller chercher avec Shield Maiden, Armor Up, Shield Slam, ce truc là. Donc ça m'intéresse pas. Je préfère attendre que le fauteur de troupe soit encore plus safe, parce que ça va vraiment être, s'il n'arrive pas à le remove, ça va être game winning. Donc je me dis que je vais juste attendre un tour de plus. Je vais commencer par le scorpion, voir ce que je peux récupérer. Et là, qu'est-ce qu'on trouve? Conditioning. Et ça va sûrement être le truc qui me fait gagner la game. Donc je pique évidemment conditioning ici. Je tape tête pour pouvoir mettre mon autre créa sans perdre de stack d'armes. J'enlève un peu d'armure. Hop, je récupère une arme, j'armor up, je joue tranquille. J'ai pas besoin de trop commit. Là, je sais que prochain tour, je vais donner +3/+3 à toutes mes créatures. Lui, voilà, et là, regardez, contraindre. Ah oui, là c'est dommage que j'ai pas la VOD ici. C'est très dommage que j'ai pas la VOD parce qu'en fait, ce qui s'est passé quand c'était où? C'était il a fait quand est-ce qu'il a fait Warcash? Il a fait Warcash ce tour-là? Il avait quand? Tour 5? J'arrive pas à retrouver. Ah oui, c'est là. Cache de guerre, tour 7. En fait, ce qu'il a fait quand il a joué ce Warcash, il a directement touché la carte qui était en deuxième position. Donc il génère 3 cartes,
il touche la carte qui est en deuxième position, en mode « Oh, cette carte, elle est bien. Oh, cette carte, elle est pas mal dans le match-up. » Et en fait, à partir de ce moment-là, j'avais déjà la lecture que c'était quelque chose qui allait être fort contre moi. Et un moment, juste avant, après, c'était quelques tours après, il fait contraindre. Il a fait un contraindre sur quoi? Sur quoi est-ce qu'il a fait un contraindre? Donc le tour 8 peut-être? Il a fait un contrainte, ouais, sur cette 8-8, sur cette 7-7 en fait. Il fait un contrainte sur cette 7-7, et au moment où il fait le contrainte sur cette 7-7, il a encore retouché la carte qu'il avait découverte, enfin qu'il avait récupérée aléatoirement. Et donc à ce moment-là, je savais à 100% que c'était un autre contrainte. Donc c'est pour ça que, vu que je savais qu'il avait un autre contrainte en main, c'est pour ça que déjà j'avais voulu jouer la plus petite des 6-8, et que je me suis dit que j'allais prendre, honnêtement j'avais une lecture, à 80% je savais que c'était contraindre ici. Donc ça c'est bon, c'est une leçon pour tous, mais évitez de toucher les cartes dans la main, parce que quand on est attentif à ça, ça peut donner beaucoup d'informations. Encore une fois, c'est vraiment dommage que j'ai pas la VOD et que ce soit sur le replay, parce que ça on peut pas le voir, mais sur la VOD c'était mais apparent, et comme j'étais focus, j'ai vu directement quoi. Alors, on a été où de la game? Donc il avait fait rancœur, c'est ça, Corsair Cash, ok, attendez. Le chien qui continue d'aboyer, c'est extrêmement agaçant, mais bon. Ok, donc moi j'avais fait un tour. Donc oui, voilà, il venait de clean mon board. Moi c'est le tour où je fais Scorpide, je récupère Conditioning encore une fois. Conditioning, je tape, je mets ma deuxième 4-7. Hop, on arrive sur son tour. Il fait Corsair Cash, donc il va chercher une autre arme, et là il fait le contraindre, voilà. Donc là, voilà, c'est pour ça que j'étais revenu à ce moment-là. C'est qu'il fait contraindre là-dessus, et créé par Cache de Guerre. Honnêtement, j'avais eu l'info 3 tours plus tôt, parce il avait touché ses cartes d'une façon qui était très indicative. Au moment où il a choisi quelle contrainte faire, il a touché une carte, puis ensuite il a dit non, je vais faire celle qui vient de mon deck, et du coup je savais que c'était un contrainte. Ok. Donc là il fait contraindre, il équipe sa hache, et il peut rien en faire parce que ma carte est buffée. Donc ça va pas suffire à clean ma créa. Donc là moi je fais un conditioning, je donne +3/+3 à tout mon board. Et là à ce moment-là, je me dis bon bah maintenant c'est parti, j'ai vu la contrainte que je savais qu'il avait en main. Je peux lui casser toute son armure, donc Shield Flamme c'est plus une menace. Je lâche ma grosse créa, pouf, je casse son armure, je garde mon stack d'armes parce que son armure est déjà cassée. Il a plus que et là on se retrouve à un setup où il a 6 cartes en main, moi j'en avais 3, 8, j'en ai 8, j'ai encore de quoi piocher. Donc lui c'est le deck contrôle, j'ai plus de ressources que lui et en même temps j'ai le board. Donc je me dis que je suis vraiment dans un bon setup là. Il fait un sort de Cthulhu. Bon, il joue Cthulhu, donc ça, j'ai pas joué autour, mais bon. En même temps, on n'est pas censé jouer autour de tout ça. Parce que, bon, de toute façon, même s'il a une réponse, l'avantage c'est que je vais quand même push des dégâts, je le force à dépenser 5 points de mana, donc il fait rien de proactif de son tour. Et s'il continue de subir, encore une fois, hein, c'est la même idée que dans la vidéo avec le prêtre. Si vous avez la tempo et que vous forcez l'adversaire à être défensif, ben vous allez faire des dégâts, faire des dégâts, faire des dégâts, et au final vous allez juste le tuer. C'est comme ça que ça marche dans Hearthstone. C'est même pas que dans ce match-up, hein, c'est dans tout Hearthstone, c'est un principe global. Donc là, son tour, ça consiste à quoi? Faire 2 sorts de Cthulhu, donc c'est vachement lent. Moi, j'ai une main qui est complètement buffée. Bon, comment est-ce que je gère ça? Je commence par cours de découpage. Je fais des études, vu que de toute façon je vais jouer des rushs, c'est complètement gratuit. Probablement que je prends Rokara ici. Ouais, Rokara qui est très forte pour snowball le board. Et là, on est dans un setup où on veut snowball notre board. Ici, je prends Runetark. Et je me dis que je fais probablement Runetark, ouais. Donc là, je continue à buff toute ma main. J'ai double Runetark. La question, c'est avec quoi je trade. Et je réfléchis, je me dis, j'ai tellement de ressources en main que je vais trade avec l'autre Runetark. Je pousse des dégâts face, je continue à buff mon board, ma main. Donc voilà, j'ai une combattante guerrière 6-15 quoi. Donc clairement, cette game, à moins que je fasse une erreur et que je commit trop sur une de ses AOE, je vais pas la perdre quoi. Donc là, il fait quoi? Il fait Cœur de Cthulhu. Encore une carte de Cthulhu qui est vachement lente. Au final, c'est pas un super bon match-up pour le guerrier ce truc, hein. Enfin, pour le guerrier contrôle. Quand on a, une bonne sortie comme la mienne aussi, hein. Il faut pas oublier que j'ai une bonne sortie, hein. Et là, en plus, je top deck Enzod, bah alors là,
c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, hein. Je recrée un full board, je pose une cible 6. Lui, il doit être obligé de lâcher une AOE, il vient d'en lâcher une AOE. Il avait déjà lâché 4 single target removal. J'ai encore une main full de créa boosté. Il fait le dernier truc de Ktun. Donc il a un Ktun dans le deck, super, mais on s'en fout. Tu vas juste mourir. Et... il me semble qu'il va concede en vrai ici. Ouais, il va juste concede. Il a même pas attendu. Voilà. Donc c'était pour vous montrer comment jouer le match-up avec un deck un peu plus greedy que la normale, hein. C'est vrai que parfois dans certains match-up, le fait d'avoir Enzot, ça peut nous détruire la sortie, mais bon, contre des match-up contrôle comme ça, comme c'était le cas dans pas mal de games d'Open Cup, ça valait le coup. Ok, en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu. J'ai essayé de faire une petite analyse de deck et de montrer quelques plans de jeu différents avec ce deck. En tout cas, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Euh, Et ouais, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine. A plus.